Nous étions en train d'évoquer l'actualité ghanéenne avec l'introduction de cette carte d'identité pour non-ghanéens à $120. David Diakbavi, il a dit qu'une fois la carte d'identité du Ghana établie, elle devra servir pour toutes les transactions nécessitant une identification. Et là-bas, ça peut aussi poser problème parce que vous avez une carte qui montre que vous êtes un étranger résident au Ghana, mais quand vous allez dans une structure hospitalière, ce n'est pas le soin. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce n'est pas les mêmes coûts qu'on vous applique. Oui, mais sur la carte, la nouvelle carte, je pense qu'il est spécifié la nationalité du porteur, du détenteur de cette carte. Et donc forcément, cette partie va être prise en considération lorsqu'il faudrait que vous justifiez votre caractère étranger au Ghana. Déjà, quel que soit le cas, dès que vous avez la carte, c'est que vous êtes un étranger. Oui, c'est fait. Que vous soyez du Togo, du Ghana, du Burkina, vous êtes donc un étranger là. Autant utiliser cette carte pour faciliter les choses. Lorsque vous aurez besoin d'exhiber ou de présenter cette carte. Lorsque vous allez à la banque, par exemple, et que vous voulez faire des opérations, vous pouvez présenter votre passeport s'il est encore valide ou votre carte d'identité de votre pays. Lorsque vous aurez besoin de bénéficier des soins relatifs à votre position d'étranger, comme ce que tu dis tout à l'heure, pour les soins dans les hôpitaux ou avec les assurances et tout ça, je pense que ça ne poserait pas de problème si vous avez cette carte présentée là. Et je pense aussi que c'est fait pour faciliter ces démarches-là. Et toute personne qui vit au Ghana et qui détient cette carte comprendra la nécessité de disposer de cette carte qui va faciliter les choses lorsque vous rendez dans un service où on a besoin d'accorder plus d'importance aux étrangers qu'aux autochtones, parce qu'il y a des situations ou des cas où on accorde plus d'importance aux étrangers, eh bien vous passerez avant les autres et vous bénéficierez des avantages qui sont liés à votre statut d'étranger. Et cette carte ne vient pas annuler la carte nationale d'identité de tout autre citoyen qui vit au Ghana. Si moi, par exemple, je décide d'aller vivre au Ghana et que j'ai mon passeport qui est encore valide, je peux l'utiliser pour certaines transactions, pour certaines opérations, lorsque je sens le besoin de sortir mon passeport pour le faire. Et si le besoin se présente aussi pour sortir la carte de non-citoyen ghanéen, je peux également le faire. Tout est question de sensibilisation et de compréhension. Il en va de l'intérêt des détenteurs de cette carte. Ça permettra d'être fiché dans les registres de la documentation de ce pays, et ça permettra également de pouvoir vous retrouver et de vous identifier, de savoir où vous vivez lorsqu'il y a un besoin ponctuel pour vous sortir d'une situation alarmante. Mais Georges, est-ce qu'on n'est pas simplement, comme on le voit dans nos États, dans une sorte d'effet d'annonce où on sait que on va le dire, mais les moyens pour contrôler n'existent pas, parce que c'est vrai que la NIA dit que ceux qui ne se feront pas établir la carte enfreignent la loi, mais au moment comment on contrôle dans ce vaste pays-là où quand vous vivez dans une zone reculée, c'est difficilement que vous êtes identifié. Oui, c'est vrai, il y a ce phénomène qui peut faire obstacle à ce projet, un bon projet comme ça. Mais je suis sûr qu'avant qu'ils s'annoncent, ils ont déjà les moyens. Je pense qu'ils ont déjà les moyens. Il ne suffit pas de faire l'annonce parce que c'est pas les politiques même qui l'ont fait, c'est l'autorité qui est chargée d'identification, d'identifier les gens qui ont fait cette annonce. Ça veut dire qu'ils ont déjà les moyens pour en arriver. Donc si aujourd'hui, moi, par rapport à ce que vous avez dit, le traitement au niveau des hôpitaux, moi je dis tout simplement que vous voyez quand les gens rentrent dans les hôpitaux, à moins que personne l'accompagne, on ne lui demande pas les pièces d'identité. D'abord, on le soigne, on ne demande pas sa nationalité, on le soigne. Et les traitements vont se faire comme ça se faisait avant. Donc il n'y aura pas sous forme de racisme ou bien de primer les autochtones au détriment des étrangers.
En plus, ceux qui habitent le sol ghanéen en tant qu'étrangers. Être étranger... Le problème, c'est que si vous êtes, je ne sais pas, le régime d'assurance qu'ils ont, s'ils ont l'assurance universelle pour les Ghanéens, vous voyez, automatiquement, vous êtes exclus. S'ils ont l'assurance pour les Ghanéens, c'est pourquoi je dis, moi je prends l'exemple de ce qui se fait dans beaucoup de pays. Quand vous rentrez, vous êtes malade, on ne vous demande pas, premièrement, votre carte d'identité. Et on ne vous demande pas. On vous demande si vous êtes assuré quand même. Oui. S'il y a une assurance particulière, là, on vous demande. Mais s'il y a une assurance universelle, on suppose que vous êtes dans le pays, on vous soigne d'abord avant de savoir si vous êtes étranger ou pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand vous êtes dans un pays et que vous êtes étranger, ce n'est pas une honte. Vous êtes étranger, vous êtes étranger. Et vous venez de quelque part. Et vous êtes étranger. Moi, je ne vois pas le fait que les étrangers ou bien les gens qui sont sur le sol, qui ne sont pas ghanéens, vont se dire que, si nous envoie la carte, c'est pour nous identifier en tant qu'étrangers. C'est normal. L'identification en tant qu'étranger, c'est normal. Donc, ce qui va se dire aujourd'hui, c'est que ça respecte les déclarations universelles des droits de l'homme et qu'il n'y a pas de discrimination. C'est déjà bon. D'accord. Alors maintenant, au même moment, David, est-ce que ça ne part pas aussi du constat peut-être que les autorités ghanéennes ont fait en se disant nous avons beaucoup d'étrangers chez nous, c'est une manne financière. $120, ce n'est pas rien. Bon, non, c'est de l'argent. C'est vrai, c'est de l'argent. Quand on multiplie $120 pour peut-être 1 million d'étrangers qui vivent sur ce territoire, ça va être $120 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais je ne crois pas que le gouvernement ghanéen ait vu cet aspect-là. C'est la volonté, c'est le désir de ce gouvernement de sécuriser les frontières de ce pays. Il faut savoir qui vient dans ce pays. Ce n'est pas seulement le Ghana. Ailleurs, c'est plus drastique que ça. En France, par exemple, si vous n'avez pas de carte de résident, vous êtes considéré comme quelqu'un, un citoyen a fait sortir du territoire français parce que vous constituez déjà une menace du fait que vous vivez en France dans une situation d'irrégularité. Vous constituez une menace pour les Français. Et donc, ailleurs, c'est pire que ça. Aux États-Unis, on vous embarque un matin dans l'avion et puis on vous débarque chez vous tranquillement. Et donc là-bas, c'est encore moins, ils ne sont pas encore à ce niveau. Mais je pense que ça rentre dans le cadre de la sécurisation des frontières de ce pays. Et le gouvernement ghanéen a très bien fait de proposer cela. Parce que il faut qu'on sache ce qui vient dans notre pays. C'est comme au Togo, quand vous atterrissez à l'aéroport, vous passez à la frontière, à la police de la frontière pour vous identifier. Tous les pays le font. Et pour revenir sur la question de la santé, de l'aspect médical, je pense que ce n'est pas seulement au Ghana aussi, quand vous êtes étranger, que vous vivez dans un pays, quand vous êtes malade, vous avez droit à tous les soins auxquels vous avez droit, prescrits par la Constitution ou les lois de ce pays. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous voulez bénéficier d'une assurance, souscrivez à une assurance universelle ou n'importe laquelle. Et puis voilà, moi, si je vais à Abidjan aujourd'hui, que je tombe malade, je vais aller me faire soigner. Après, si je suis assuré, j'envoie les factures à mon assureur. Il le fait. Ce n'est pas parce que je ne suis pas assuré que je n'aurai pas les mêmes traitements qu'un Ivoirien ou un Ghanéen qui tombe malade. J'aurai les mêmes traitements. Tout dépend de ce que vous voulez avoir. Et tout est question aussi de sensibilisation, comme je l'avais dit tout à l'heure. On va passer maintenant au second sujet, le Soudan. Les généraux au pouvoir au Soudan et les meneurs du mouvement de contestation ont signé ce mercredi matin un accord entérinant le partage du pouvoir pendant la période de la transition après la destitution d'Omar el-Béchir. Des discussions doivent encore avoir lieu dans les prochains jours sur les autres points. Objet de litige d'un accord trouvé le 5 juin entre les deux parties. La déclaration politique a été paraphée par les deux camps après une nuit de discussion intense à l'issue de la rencontre dans un hôtel de luxe de Khartoum. Le numéro 2 du Conseil militaire au pouvoir, Mohamed Hamdan Daglo, dit Remeti, aussi commandant des redoutés forces de soutien rapide, a salué un moment historique. Aujourd'hui, nous nous sommes accordés sur la déclaration politique, et a déclaré Ibrahim Al-Amin, un des meneurs de la contestation. Beaucoup d'optimisme, Georges Hérault, dans les deux camps. Est-ce que cet optimisme, vous la partagez? Est-ce que je la partage?
Je voudrais penser que ça se concrétise et que ça continue. Je crois fermement au grand cœur et au patriotisme de ces Soudanais. Aujourd'hui, ils sont arrivés à ce point et c'est à saluer parce que, vous savez, le pays, depuis le régime de El-Béchir qui est parti chassé par ses combattants, entre guillemets, et la population souffre énormément et les contestations de base qui sont les augmentations de prix, c'est-à-dire la vie chère dans ce pays n'est jamais réglée. Mais aujourd'hui, c'est le pouvoir qui devient l'objet de contestation pour les deux camps. Donc, si aujourd'hui, ils arrivent à trouver de consensus et que ils peuvent s'asseoir pour diriger le pays dans la paix, c'est déjà un grand pas. Et c'est ce qui me plaît dans cette déclaration. David, en tout cas, quand on regarde le chemin parcouru jusqu'à la signature de cet accord, ce n'est pas faux de dire accouchement difficile. Oui. Et tout ça pour ça, on pourra s'interroger. S'il fallait tuer des centaines de Soudanais comme ça, parce que quelqu'un a la cachette facile, quelqu'un a les armes, il a le pouvoir, il a l'argent, et donc il peut tirer sur les Soudanais comme il veut. Pour arriver à cet accord, c'est quand même assez déplorable. Il n'y a que dans certains pays en Afrique qu'on peut véritablement tomber sur des réalités aussi extraordinaires que celle-là. Un président est chassé du pouvoir par l'armée à la suite des manifestations occasionnées par l'augmentation du prix de pain. L'armée prend le pouvoir, garde le pouvoir pour lui. Les contestataires disent non, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous voulons tel. L'armée dit non. Au départ, il y a une sorte de volonté que l'armée a manifestée pour écouter les manifestants. Après, très vite, l'armée s'est braquée et elle a sorti les armes et elle a commencé à tirer dessus. C'est quand même assez extraordinaire. On peut pas tuer des gens pour dire après, venez, on va s'asseoir et on a trouvé un accord pour gérer ou co-gérer le pays à la suite des revendications que vous avez posées sur la table. Non, l'armée soudanaise était bien partie au départ pour être considérée comme le messie qui est venu sortir le Soudan de cette obscurité dans laquelle avait plongé l'ancien président Béchir. Mais très vite, cette armée a pris goût aux délices du pouvoir et elle a très tôt manifesté ses désirs de rester encore au pouvoir. N'eût été la position rigide des manifestants, je pense que cette armée soudanaise serait restée au pouvoir encore plus longtemps que ça. Maintenant que l'accord a été trouvé, il faut que chacune des deux parties comprenne la nécessité d'être honnête, d'être sincère, même si en politique on dit qu'il n'y a pas de sincérité ni d'honnêteté. Il faut d'abord penser à l'intérêt du peuple soudanais et il faut que les discussions qui vont sortir de ces différentes rencontres puissent véritablement se diriger vers le Soudan d'abord et après maintenant 3 années de transition. Voilà, de transition, le Soudan pourra véritablement redécoller. Alors c'est vrai que même quand les militaires, celui qui a parlé a évoqué un moment historique, quand il le dit, quand on regarde dans le fond, il n'y a pas du nouveau, c'est qu'on s'est juste entendu sur la composition, 5 militaires, 6 civils, dont 5 de l'Alliance pour la liberté et le changement et une personnalité neutre, partage des rôles, 21 mois de transition dirigés par les militaires et 18 dirigés par les civils, c'est tout pour le moment. C'est pourquoi je dis, c'est un peu ridicule, je ne pouvais pas dire plus que ça, et s'ils arrivent aujourd'hui à trouver des accords comme ça, c'est un peu dégueulasse. David a beaucoup dit. Ce que moi je crains, c'est que ça ne revienne pas à ce qui se passe au niveau de Centrafrique et que les accords sur les accords, parce que vous voyez, quand vous voyez les choses, les gens oublient d'où vient le feu, d'où est venu jusqu'à ce qu'on a chassé au pouvoir El-Béchir. Donc, maintenant, c'est le pouvoir qui intéresse même les contestataires ou bien les partis civils. Ce n'est plus, heureusement qu'ils ont eu à
attendez dire qu'il n'y aura pas d'immunité absolue pour les militaires. Ben, c'est bien, mais aujourd'hui, si vous manifestez, on vous tue et on vous propose d'être au pouvoir pendant 18 mois, vous acceptez, ça n'a pas de sens. Ils auraient pu discuter ça depuis et préserver ces vies-là. Mais aujourd'hui, est-ce que si l'armée dirige pendant 21 mois et 18 mois pour les civils, avec ce partage de gâteaux, et c'est fini, là, je dis c'est un peu déplorable. Nous allons prier pour que les gens entendent raison et que tout ce qui doit se faire dans l'intérêt général de la population soudanaise. Mais au même moment, quoi qu'on dise que le contenu de cet accord n'est pas si important que ça, il fallait quelque chose pour que le Soudan bouge à nouveau, parce qu'on voyait un Soudan un peu bloqué à un moment donné. Oui, le Soudan était bloqué parce que l'armée était braquée sur sa position. L'armée voulait tout avoir pour elle seule. Elle voulait diriger la transition, elle ne voulait pas entendre parler des manifestants. Elle a tiré sur des gens, des manifestants, elle a tué des Soudanais, etc. C'est parce que l'armée soudanaise ne voulait pas tendre la main aux manifestants pour qu'ensemble ils puissent se mettre autour de la table pour discuter. Aujourd'hui, si la situation se débraque, c'est parce que quelque part, beaucoup de sacrifices ont été faits. Maintenant, il faut aller au respect de cet accord. Lorsqu'on connaît un peu la position de changement subite de cette armée, pour un rien, cette armée a sorti des décisions draconiennes entre-temps pour interdire, comment dire, annuler les accords qui avait été trouvé. Annulation unilatérale, ce n'est pas normal. Il faut que cette armée comprenne que la gestion de l'après-Béchir est une affaire collective et que seule cette armée ne peut pas véritablement diriger, ne peut pas s'imposer aussi à ces millions de Soudanais qui avaient manifesté pour la chute de Béchir. Voilà. C'est vrai qu'on accuse aussi beaucoup l'armée, mais les civils qui discutent aussi ne sont pas exempts de reproches. Ils ne sont pas exempts de reproches, seulement que ce ne sont pas des gens qui ont les armes en main afin de tuer les militaires. C'est aussi ça. Au fait, on voit aussi le rapport de force qui n'est pas en faveur des civils. Mais ce que moi je dis pour au moins la partie civile, c'est qu'aujourd'hui, ils acceptent. Parce que l'autre fois, ils avaient accepté, l'armée a remis en cause les choses. Aujourd'hui, ils acceptent encore cet accord, malgré que peut-être ce qu'ils avaient commencé, ce n'était pas pour partager les pouvoirs. En plus, c'était que l'armée laisse totalement le pouvoir pour que les civils reprennent. Mais si aujourd'hui ils acceptent partager, mais ce n'est même pas les civils qui vont commencer. C'est l'armée qui va commencer et que les civils vont reprendre après. Et quand vous voyez 21 contre 18, vous voyez en quelque sorte que au lieu de nous dire qu'entre-temps ils avaient négocié des accords entre eux, ils nous prouvent que ce qui se dit aujourd'hui ne doit pas normalement nous faire perdre des vies humaines. Donc si aujourd'hui il y a cet accord, ce qu'on pourrait dire, c'est de les encourager, c'est de les féliciter, de les pousser à respecter les accords et à privilégier l'intérêt général. Alors maintenant, la question la plus difficile, parce que pour le moment, on n'a pas raflé des documents, tout le monde se réjouit, mais les militaires avaient demandé à disposer d'une immunité absolue. Les civils ont refusé. Ça va être la pomme de discorde maintenant après. Pourquoi l'armée demande, exige une immunité? Je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça sera l'occasion pour l'armée soudanaise de se rattraper auprès des Soudanais. Comment vous tuez des gens, vous sortez des armes, vous tirez sur des gens, et puis après vous dites que vous ne voulez pas être poursuivi? C'est encourager l'impunité, c'est encourager les massacres, etc. C'est pas normal. Qui sont ceux qui sont reconnus
pour ces atrocités ou ces assassinats qui ont été perpétrés après le départ de Béchir. Des gens sont là, c'est des gens qui ont tiré sur des manifestants. Et à un moment, l'armée avait nié son implication dans les premières attaques, mais après, elle est revenue pour dire que c'est la faute de certains éléments incontrôlés. Parler d'une milice de l'armée. Voilà, mais il faut identifier les gens. On ne peut pas laisser les choses dans cette impunité parce que l'armée voudrait cette impunité. Ça veut dire que demain, d'autres personnes aussi peuvent se lever et dire, bon, nous commettons des crimes et puis après nous exigeons une impunité. Il faut que des commissions soient mises en place pour identifier les responsables et proposer une porte de sortie pour que le peuple soudanais ou que les Soudanais comprennent que l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui pour les 21 prochains mois est sensible à leurs exigences. C'est des Soudanais qui ont été tués parce qu'ils sont sortis pour réclamer des droits. On ne peut pas tirer sur des gens parce que vous êtes sortis pour réclamer des droits. Si ces personnes sont identifiées, et ils sont identifiables au sein de cette armée, eh bien qu'ils passent en jugement et que des peines leur soient données pour véritablement décourager ceux qui voudraient encore se lancer dans ce genre d'aventure. Mais pour les militaires, peut-être demander l'immunité absolue, c'est une sorte de manière de mettre des garde-fous. Pour demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver aussi. Pourquoi demander de garde-fous si on sait qu'on va faire les choses dans les normes? Il y a eu des choses déjà. Il y a eu, par exemple, les 130 et quelques morts de la répression. Il y a eu les événements même sous Béchir qui sont en attente et l'armée sait que ça peut les rattraper. C'est sur ce plateau, je disais que aujourd'hui, vous voyez, l'armée a repris après Béchir. Et vous savez, Béchir, c'est l'élément de l'armée. Et vous savez, ils sont là pour protéger le derrière et le devant de leur boss. Mais c'est pourquoi je dis, si aujourd'hui, la partie civile ou bien les civils ont accepté cet accord de 21 mois, dirigé premièrement par l'armée, donc normalement, selon moi, ils ne devaient même pas aller jusqu'ici. Ils devaient même, depuis que l'armée a repris, il dit il va diriger et redonner. Et vous pouvez accepter depuis. Parce qu'eux, ils ont proposé, je crois, 2 ans. Et 2 ans égale à 24 mois. Et ils ont fait des mois encore et c'est 21 mois. C'est pratiquement les 2 ans. Donc, si nous sommes dans ce schéma, ça veut dire tout simplement que l'armée est toujours dans ce système de conservation de pouvoir pour ne pas lâcher les autres. Et quand ils demandent non seulement une unité, mais une unité absolue, ça veut dire tout simplement que il veut être couvert. Parce qu'ils savent qu'après les 18 mois, après les 21 mois, s'ils n'arrivaient pas à lâcher facilement le pouvoir, il y aura encore d'autres contestations. Et quand il y aura d'autres contestations, ils vont sortir encore les armes. Et pour ça, ils sont déjà couverts. C'est pourquoi je dis que nous risquons de rentrer dans ce système de Centrafrique où il y aura des accords sur des accords. Parce que même avec cette brèche qui est ouverte, l'armée peut dire, si vous n'acceptez pas cette immunité absolue, bon, je reste, je ne peux pas vous donner. Et ça continue, la contestation continue et l'armée est au pouvoir. C'est vrai que sur la question de l'immunité, les civils sont unanimes, ils ne vont pas céder là-dessus. Mais sur les autres points, comme par exemple permettre à l'armée de faire 21 premiers mois avant de passer la relève aux civils pour 18 mois, est-ce que les civils n'ont pas été un peu dupes sur ce coup-là? C'est... Tout simplement, ils n'avaient pas le choix. Non, je pense que ça relève aussi de la volonté des civils d'en finir avec cette crise. C'est assez responsable de leur part de prendre cette décision, d'accepter, puisque même s'ils s'opposent, l'armée ne va jamais laisser le pouvoir. Les premiers mois de la gestion du Soudan, en tout cas, c'est dans les mains de l'armée. Et l'armée a peur qu'en laissant les civils prendre la gestion, et ils risquent de faire tomber tous ces grands de l'armée là. Et donc c'est bien réfléchir. Et les civils ont mis l'armée devant le fait accompli pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Si après 21 mois, la même armée refuse de céder le pouvoir, eh bien, c'est là où on comprendra que... D'accord. On va maintenant à la pause et puis on se retrouve ensemble dans une dizaine de minutes pour continuer.